La vidéo sur l'Espagne était hyper marrante. Faux. Alors partons tout de suite vers une autre destination pour découvrir un pays aussi fantastique et merveilleux, qui en plus est juste à côté de l'Espagne. On va parler de la Corée du Sud. Ça va, c'est juste à côté, hein. La Corée du Sud est un pays d'Asie dans la péninsule coréenne, péninsule qui contient de nombreux pays tels que la Corée du Sud, la Corée du Nord et la Corée de l'Ouest peut-être aussi. Vous croyez drôle? Sa capitale est Séoul, la plus grande ville du pays, et aussi là où se concentre toute l'évolution économique de la Corée du Sud, qui en font une des plus grosses puissances émergentes d'Asie et une nation importante au niveau du marché international, notamment pour ses technologies. Surnommé le pays du matin frais et non pas le pays du matin calme, bande de débiles, la Corée du Sud a aussi un drapeau très symbolique qu'on appelle le Taegukgi, avec un Taejitu en son centre, représentant le symbole du yin et du yang, et une rangée de barres noires sur les côtés, représentant les 4 éléments. L'idée principale du drapeau, c'est de montrer l'harmonie et la paix. L'histoire de la Corée du Sud va nous montrer que c'est pas si simple. La Corée du Sud, c'est 51 millions d'habitants, alors que l'Espagne en compte que 49 millions, c'est nul, et le pays est une république présidentielle dans laquelle on parle le coréen, qui est la seule survivante des langues coréaniques. Qu'est-ce que les langues coréaniques? Une famille de langues dont le coréen est le seul survivant. Qu'est-ce que le coréen? Une langue appartenant à la famille des langues coréaniques. Qu'est-ce que les langues coréaniques? Une famille de langues dont le coréen est le seul survivant. Qu'est-ce que le coréen? Une langue appartenant à la famille des langues coréaniques. Qu'est-ce que les langues coréaniques? Une famille de langues dont le coréen est le seul survivant. Qu'est-ce que le coréen? Une langue appartenant à... Une des périodes les plus longues et les plus importantes pour la Corée du Sud, c'est l'époque de l'Empire Choson. À cette époque, la dynastie Yin régnait sur l'Empire. Pendant 500 ans. C'est très long. Auparavant, le pays était un royaume, le royaume de Koryo, oui, comme le père, sauf que ça s'écrit pas pareil. Puis le roi Taejo a fait un coup d'état pour s'emparer du pays, et paf, pendant 500 ans, toute sa famille va gérer l'empire. Et des trucs à gérer, il y en a pas mal. Durant le 16e siècle, les Japonais vont tenter d'envahir la Corée, mais ça rate. C'est la piquette, Jack! Au 17e siècle, c'est la Chine qui tente d'envahir la Corée, mais ça rate aussi. T'es mauvais! Après, pour leur défense, la flotte coréenne est vraiment très forte. À tel point que les Japonais et les Chinois considèrent qu'ils peuvent pas envahir la péninsule coréenne, donc à la place ils vont essayer de créer des espèces de relations commerciales avec la Corée. Mais ça, c'est avant qu'un nouveau personnage fasse son apparition dans l'histoire. Impressionné, hein? Les premières relations entre la Corée et les Occidentaux commencent au 19e siècle, alors que les Britanniques et les Français veulent ouvrir des échanges commerciaux. Ce à quoi la Corée leur répond: Allez vous faire enculer tous les deux. L'Angleterre arrive et la Corée refuse de lui parler. La France arrive et la Corée refuse de lui parler. La Russie arrive et tente de commercialiser des choses avec la Corée de force. Même si je sais pas trop comment c'est possible. Prends mon produit! Prends mon produit, putain! Une situation qui donnera sa réputation à la Corée d'être un royaume ermite, c'est-à-dire un royaume coupé du monde qui refuse de s'ouvrir. Ça a bien changé, hein. Au final, l'ouverture se fera contre le gré de la Corée par le biais du catholicisme. En fait, la Corée était connue par l'Occident pour massacrer les catholiques, ce qui servira de prétexte à des missionnaires européens pour entrer illégalement dans le pays afin d'aider les populations. Sachant qu'au moins 8000 personnes ont été tuées durant cette période car catholiques. Bon, c'est déjà suffisamment horrible comme ça, mais les Coréens ont eu aussi la mauvaise idée de tuer des missionnaires étrangers, ce à quoi les pays européens concernés sont arrivés et ont bombardé Séoul en représailles. Face à cette situation, la Corée est obligée de s'ouvrir et commence à signer des accords commerciaux avec l'Europe, comme par exemple avec l'Allemagne, qui a demandé un accord commercial en échange des ossements du père du prince de Corée, dont la tombe a été profanée par un marin allemand. Deutsche Qualität. C'est aussi à cette période que tout le monde veut sa part du gâteau coréen, très affaibli par cette ouverture de force. Et c'est à partir de là que la Chine, grâce à son influence, va créer une ingérence dans le gouvernement coréen, jusqu'à limiter le plus possible son ouverture au monde, en tentant de garder le pays sous un contrôle informel, comme le ferait un vrai ami. Sauf que non, parce que entre temps, le Japon a aussi envie de prendre le contrôle de la Corée. Parce que la Corée, à l'époque, c'est the place to be, apparemment. Le Japon va plus ou moins forcer la Corée, comme un vieux mec bourré en fin de soirée, à se séparer de son allié pas si allié, qui est la Chine, pour renforcer les relations coréano-japonaises. S'ensuit alors plusieurs crises dans le pays, parfois involontaires, et parfois télécommandées par les Japonais pour asseoir encore plus l'autorité du Japon sur le pays. Le gouvernement japonais va même jusqu'à soutenir un coup d'état contre le gouvernement coréen, et le Japon est tellement mort de faim qu'il va faire la guerre à la Russie pour empêcher l'Empire russe de prendre le contrôle de la Corée. Face à toutes ces informations, vous avez deux réactions. Ah mais j'en ai rien à foutre de ton royaume de merde. Moi ce que je veux savoir c'est la K-pop. On va y venir, hein, vous inquiétez pas, mais en attendant, ta gueule! Ou alors vous vous dites aussi peut-être, dans mes souvenirs, la Corée c'était une sorte de colonie japonaise, non? En 1910, la Corée devient une colonie japonaise, et le Japon met en place une politique de contrôle très autoritaire, à tel point que ça créera des débordements, des crises, des manifestations, tellement importantes ces manifestations qu'une fille de 17 ans sera emprisonnée et torturée par le Japon. Ce mouvement poussera le Japon à lever le pied sur l'autorité et être plus libéral en termes de culture coréenne.
Un changement politique qui va durer pendant 6 ans, avant que le Japon revienne aux bonnes vieilles méthodes du muselage de la population. Au moins il a essayé. La résistance contre l'occupation japonaise se poursuit, mais le Japon continue son autoritarisme qui vira très souvent en crime de guerre, comme par exemple avec des tortures, d'avance sur les femmes, sur les enfants, notamment dans des tortures par exemple dans des laboratoires, des tortures qui vont parfois jusqu'à la mort, parfois jusqu'à le fait de voir des gens souffrir en direct. La résistance devient même militaire dans les années 30, parfois même en dehors du territoire coréen et avec l'appui de l'URSS. L'URSS qui d'ailleurs subissait aussi les tortures du Japon. Mais un beau jour, tout ça s'arrête et c'est la libération. La Corée est libérée du joug japonais qui a perdu la Seconde Guerre mondiale. La République coréenne est proclamée le 6 septembre 1945, ce à quoi les USA et l'URSS répondent « Non ? Calmez-vous !» Aucun des deux pays ne reconnaît cette république et le président américain Truman propose à Staline une répartition de la Corée entre les deux pays, dont la séparation se situe au niveau du 38e parallèle. Staline accepte et prend le contrôle de la ville de Pyongyang au nord, tandis que l'armée américaine prend le contrôle du sud. Oh, c'est ça en fait la Corée de l'Ouest. Les premières élections au sud ont lieu en 1947 et c'est Syngman Rhee qui devient le premier président d'un pays en crise, désorganisé, vassal des États-Unis et qui doit sa survie à une aide économique américaine. Bravo! Et bonne chance aussi. D'ailleurs, si la Corée du Nord est une dictature, ça s'y admis, hein, la Corée du Sud en était une également, avec ses 30 000 personnes tuées pendant la révolte de Jeju. En fait, ça se passe tellement mal que la Corée du Nord se dit qu'on peut peut-être unir la Corée grâce à des actions militaires. Vient alors la guerre de Corée face à un état hyper organisé et militarisé qu'est la Corée du Nord, et un pays qui compte moitié moins de militaires qu'en face, qui est la Corée du Sud. Mais la Corée du Sud aura l'aide de l'armée américaine qui a 3 mots d'ordre, l'honneur, le courage et tuer du communiste. La guerre prend fin en 1953 sans qu'aucun camp n'arrive à prendre l'avantage en plus, hein, ça aura juste servi à tuer des gens et à asseoir encore plus l'autorité du pouvoir au nord comme au sud. Bon bah au moins comme ça il y a la paix dans le pays et voilà. Coup d'état. Park Chung-hee renverse le gouvernement coréen en 1961 et comme il n'est pas de gauche, les USA ne s'opposent pas à ce coup d'état. Hein. Oui, c'est comme ça que ça marche. Le dictateur coréen va alors lancer un mouvement pour redynamiser l'économie et faire monter le salaire moyen, histoire de mieux faire passer la pilule que sa population vit dans une dictature. Oui, c'est aussi comme ça que ça marche. C'est en 1987 que la Corée du Sud devient réellement une démocratie après de nombreuses manifestations en 1980 et des milliers de morts du côté des syndicats et des étudiants. Encore aujourd'hui, la Corée du Sud est une démocratie qui essaie de se relever de son passé dictatorial, qui était quand même vachement chaud, hein, je veux dire, les étudiants, les syndicats, wow. La Corée du Sud est baignée par la mer Jaune à l'ouest et par la mer du Japon à l'est. Le Japon que la Corée voudrait renommer parce que y a pas de raison que le Japon ait une mer à son nom. Hein. Au sein du pays, il y a surtout des putains de montagnes. Non, vraiment que ça. La côte ouest du pays est quant à elle plutôt agricole, là où la côte est est plus populaire grâce à ses plages. Le pays est divisé en 9 provinces, comme par exemple le Gyeonggi, le Cheongchang du nord ainsi que celui du sud, mais la ville centrale reste Séoul, dont l'aire urbaine accueille 27 millions d'habitants. En plus de tout ça, le pays est souvent sujet à des problèmes environnementaux car il est l'un des pays de l'OCDE où la qualité de l'air est la plus dégueulasse, notamment à cause des vents pollués qui viennent de Chine, mais aussi de l'activité humaine des grandes villes. Même si bon, avec 25 millions, c'est normal, hein. Le climat il est plutôt doux selon les endroits, avec des hivers secs et ensoleillés, et des étés humides marqués par une grosse végétation qui capte la chaleur. En plus, la saison des pluies, c'est justement entre juillet et août. Et là-bas, les pluies, ça rigole pas, quoi. Oui, alors il pleut aussi beaucoup en Bretagne. Oui, mais pas comme ça, Gwenaël. Alors tais-toi. Et comme j'imagine que vous êtes venus surtout pour qu'on parle de culture populaire, et ben on va y aller, hein. En termes gastronomiques, le pays est beaucoup moins connu et réputé que le Japon, la Thaïlande, la Chine ou le Vietnam. Pareil en sport, il n'y a pas de grandes équipes nationales qui ressortent, ni même de grands noms de sportifs à l'international. Les sportifs coréens les plus connus sont Son Heung-min, l'escrimeuse Shima Lam ou le nageur Park Tae-won. Des noms qui ne vous disent peut-être sûrement rien. Au passage, petite précision, mais depuis le début, je dis les noms des personnalités coréennes, sachant qu'en Corée, on dit le nom de famille avant le prénom, l'inverse de chez nous. Les sports les plus populaires en Corée, c'est principalement le baseball, le football, le taekwondo, qui est un peu le sport national, et ce que Wikipédia appelle le sport électronique, mais que les gens normaux appellent le e-sport. Et là-bas, le e-sport, c'est une vraie religion. Il y a des gros événements retransmis à la télé, des grosses stars nationales, c'est même le deuxième sport le plus suivi par la population. Et les e-sportifs sont des grosses rostas qui palpent des millions de fric. Trêve de bavardage et bavardage trêve de, il est temps de parler de la Hallyu. Quoi?
savez pas ce que c'est? Hallyu, c'est un terme chinois qui peut se traduire par vague coréenne et qui a été utilisé dans les années 90 pour parler de l'explosion des séries coréennes en Chine. Ce à quoi le gouvernement coréen se dira que si ça marche en Chine, il n'y a pas de raison que ça marche pas ailleurs, c'est alors que si la culture était un non-sujet pour la Corée, elle va vite devenir un enjeu international. Avec une implantation timide dans les années 2000 et une explosion en 2010, le soft power sud-coréen a aussi un intérêt politique de promotion du pays et d'inscription de son influence sur la scène internationale. Les dramas coréens sont devenus très populaires à la télé. Au cinéma, Bong Joon-ho est un des plus grands réalisateurs coréens et plus grands réalisateurs tout court, avec des films tels que The Host ou Parasite. Et d'ailleurs, le cinéma coréen gagne en importance et en renommée. En plus, la Corée, c'est aussi un haut lieu de technologie grâce à des marques comme LG, Hyundai et Samsung, sans parler... ok, la musique. Le genre de la K-pop a véritablement gagné en popularité durant les années 2010, déjà avec Psy et le Gangnam Style, mais aussi avec des groupes comme BTS, Girl Generation, Block B ou Blackpink parmi les plus connus. Des groupes tellement connus que je me souviens même pas les avoir écoutés à la radio. Et en fait c'est un peu normal parce que la K-pop, même si c'est très populaire, c'est surtout pour un public niche. En fait l'émergence de la K-pop, on le doit surtout à internet. Les labels de K-pop comme SM Entertainment sont très actifs sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, beaucoup considèrent que l'évolution de la K-pop est liée à l'évolution de ces réseaux et dans la manière dont les groupes interagissent avec leurs fans sur le web. Et ça, les labels, ils aiment bien ça parce que non seulement ça fait du fric, mais aussi ça permet de faire découvrir le groupe sur la scène internationale. Scène internationale qui est très importante. Trop importante. Un label n'hésite pas à se renseigner sur d'autres types de musicalité plus occidentales et moins coréennes pour toucher un public plus large, mais également de recruter des chanteurs américains ou canadiens afin que le public occidental puisse mieux s'identifier à certains chanteurs. Et des fans occidentaux, les groupes de K-pop en ont plein. À titre d'exemple, la France est le pays européen qui écoute le plus la K-pop selon les archives des vues sur YouTube. Ça donne envie d'être une idole, hein. Attention, à partir de ce moment, la vidéo sera vachement moins drôle. Parce que c'est chaud, putain! Il y a des normes, il y a des clauses à remplir et les artistes doivent se plier à certaines exigences. Déjà, faut pas être en couple, comme ça le public pense qu'il a une chance avec toi. Alors que bon, même si l'artiste était célib, pour la plupart d'entre vous, ce serait un gros nom, bande de gros dégueulasses. Il faut avoir un agenda pas trop chargé, car tu vas bosser, mon con. Plusieurs labels ont d'ailleurs été accusés de travail proche de l'esclavage envers ces chanteurs. Ah, et dernier point, soyez bien accrochés émotionnellement parce que être chanteur de K-pop, c'est peut-être le meilleur moyen pour subir du harcèlement. Le cas du groupe TXVQ... Oh la vache, tu prononces trop mal, putain. Mais c'est juste quelle putain de lettre! Les fans leur ont envoyé du sang menstruel et ils ont même fait un double des clés du dortoir des artistes. Voilà, c'est pour ça que vous êtes célib. Mais le scandale le plus connu et qui a fait remuer tout le pays, c'est celui de Burning Sun. Burning Sun, c'est le nom d'une boîte de nuit qui permettait à des artistes de K-pop de s'échanger des photos et des vidéos de relations sexuelles non consenties et de violences envers des femmes, mais aussi de dons de drogue aux artistes pour pouvoir ensuite agresser des femmes. Mais attendez un peu avant de vomir, sachez que des policiers étaient au courant de tout ça et qu'ils ont fermé les yeux. C'est bon, vous pouvez vomir maintenant. Ce phénomène vient de deux problèmes très implantés dans la culture sud-coréenne. Premièrement, le molka, qui même si ça ressemble à un jeu très rigolo de fac de lettres, n'a en réalité rien à voir, puisque ça désigne le fait de filmer des femmes à leur insu. Et de deux, le patriarcat. Le premier découle beaucoup du deuxième, effectivement. La société coréenne est très élitiste, et les femmes font partie des premières victimes. Déjà, on attend d'elles qu'elles arrêtent leur carrière si elles ont des enfants, et c'est pour cette raison que c'est très dur pour une coréenne de gagner en importance dans une entreprise. Mais on attend aussi que son corps soit sain pour porter l'enfant, donc pas d'alcool et pas de cigarettes. Wouhou! Pour cette raison, beaucoup de coréennes préfèrent rester célibataires pour être genre libres, mais ça énerve les masculinistes coréens très présents sur les réseaux qui insultent des femmes et harcèlent des gens au quotidien. Un exemple très triste, c'est la youtubeuse Cho Jang-mi, accusée d'être féministe, et le volleyeur Kim In-hyuk, accusé d'être homosexuel, qui ont tellement subi de harcèlement de la part des masculinistes qu'ils se sont suicidés. Sachant que le suicide est le plus haut taux de mortalité en Corée, notamment chez les jeunes et chez les femmes. Le problème, c'est que le harcèlement, ça fait aussi partie intégrante de la culture coréenne. Même à l'école d'ailleurs. École qui est un enfer sur Terre, concrètement. Je vous fais un petit résumé de ma vie si j'étais un étudiant coréen. En gros, les cours commencent à 8h et terminent à 20h. Enfin, non, pas tout à fait. Parce qu'à 21h30, je peux prendre le bus pour aller au Hagwon, qui sont en gros des instituts privés qui préparent aux grandes études. Et dans ces Hagwon, je travaille jusqu'à minuit. Enfin, non, pas tout à fait, parce que des fois, ça peut dépasser minuit. Ça va, on n'est pas aux pièces non plus. Et après, j'ai bien mérité ma bonne nuit de sommeil de genre, je sais pas, 5 heures. Et hop, une nouvelle journée qui commence. Maintenant, imaginez ça, en sachant que si tu n'as pas de diplôme, ta vie n'est qu'un pathétique échec, étant donné que tu peux rien faire de ta vie.
pète un plomb. Certaines statistiques considèrent que des Coréens envisagent d'en finir chaque jour, notamment face à certaines injustices pour les femmes, ou même pour les plus précaires, hein, qui n'ont pas assez pour payer des études supérieures. Par contre, les gens de la K-pop, hein, qui font les études et qui viennent jamais en cours, eux, on leur paye tout parce qu'ils participent au rayonnement du pays dans le monde. Ah bah merci. C'est cool. C'est super cool. Et ça, c'est sans parler du service militaire, hein. Ça, c'est pour tous les jeunes Coréens. Tous. Tous. Mais... La loi BTS, oui, elle s'appelle comme ça, hein, vraiment, permet de repousser l'âge auquel les idoles doivent faire leur service militaire, parce que bah, ils ont tellement apporté au pays que ça va, hein, ils sont pas obligés de le faire de suite. Ah oui, c'est très inégal comme politique. Mais d'ailleurs, la politique en Corée du Sud, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Le pays est divisé entre deux partis, le parti démocrate de centre-gauche et le parti de la liberté de droite. Même si pour nous, la droite en Corée, c'est un peu l'équivalent de Éric Zemmour chez nous. C'est actuellement la droite qui gouverne le pays, en la personne du président Yeol Yuk-sul, président depuis 2021 et qui s'est illustré par ses nombreuses prises de position. Il a notamment souhaité retirer le ministère de l'égalité des genres et augmenter les peines de prison pour les dénonciations calomnieuses d'agressions sexuelles. Il a également supprimé toutes les émissions anti-corruption de la télévision publique et a remplacé des journalistes par des membres de son parti. Mais après quelques mois de pouvoir, sa popularité chute en bas de 19%. Sans déconner! Bon, je pense que c'est pas la peine de vous dire que question de droit politique, c'est pas dingo, hein. Déjà, l'avortement, c'est interdit. L'homosexualité, c'est très mal vu, mais bon, vu ce qu'on a dit avant, c'est pas très étonnant. La politique sud-coréenne s'appuie sur 3 points très importants. Son armement militaire, déjà, mais aussi son rayonnement à l'international, et un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est ses relations diplomatiques. Entourés par la Chine, le Japon et la Corée du Nord, les Sud-Coréens et le gouvernement doivent constamment travailler leurs relations internationales. Sinon, ils risquent de se faire bouffer. Leur histoire a toujours été marquée par leur lien avec un autre pays, que ce soit la Chine, le Japon ou les USA. Et en fait, même avec les USA, il y a des tensions. Durant l'administration Bush, la Corée du Nord a été placée dans l'axe du mal par les USA. En gros, c'est les pas beaux méchants pays contre les gentils américains. Mais cette déclaration a redonné du grain à moudre à la Corée du Nord dans son projet d'armement nucléaire, dont les premières victimes sont les pays voisins. En plus, les Sud-Coréens commencent à en avoir un peu marre des militaires américains présents chez eux, qui font un peu ce qu'ils veulent, genre ils agressent sexuellement des femmes et écrasent des enfants avec leurs tanks. Oh, ça c'est pas très gentil. Les USA décideront alors de fermer leurs bases un peu partout dans le pays pour en conserver une, sauf que la population coréenne voit ça comme un désintérêt de protéger les Sud-Coréens face aux pays d'en haut. Et surtout, le coût du déplacement des Américains est aux frais de leur pays hôte, 4,7 milliards de dollars à payer pour la Corée du Sud. Mais assez paradoxalement, la Corée du Sud, même si c'est un pays qui a du mal à sourire aux autres, c'est aussi un pays très américanisé. Déjà, comme j'ai dit avant, le baseball fait partie des sports les plus populaires du pays, mais ça se fait aussi dans les groupes de K-pop qui reprend l'esthétique des boys bands américains. De par son passé récent et son histoire conflictuelle avec la Corée du Nord, la Corée du Sud a une culture très américaine et doit beaucoup aux USA. Tout ça pour dire que la Corée du Sud, c'est un chouette pays. Bah, si vous êtes machiste et sexiste.